Bonjour à tous. Une petite vidéo particulière aujourd'hui, ça va être un partage de réflexion. Je m'explique et je vous mets un petit peu de contexte. Je sors d'un call avec un client qu'on accompagne qui a décidé de faire son, MVP. Elle a écouté les conseils en no code. Donc là, on va pas rentrer dans le débat no code versus sur mesure. Elle, son choix, il est fait, il est clair. Elle veut du no code pour faire un MVP rapidement. Elle n'a pas de développeur associé avec elle. Elle n'est pas seule, mais en tout cas dans la partie développement, c'est elle qui va assurer entre guillemets la prise en main au niveau du no code. Et du coup, elle m'a demandé, bah, écoute Timothée, c'est quoi pour toi les outils que je pourrais utiliser? Qu'est-ce que tu me conseilles? Un petit peu de contexte, elle fait un SaaS dans le secteur dans le domaine de l'animalerie ou l'animalier, on va dire ça plus large. Je peux pas trop spoil malheureusement, mais vous avez un peu plus de contexte, vous savez que c'est cette niche-là en tout cas. On est avec les animaux, et la question c'est du coup, bah, qu'est-ce que je peux utiliser comme solution no code? Et je me dis que ça pouvait être intéressant de partager avec vous ma réflexion et pourquoi je lui proposerais telle ou telle solution pour son projet. Alors même si vous avez très peu de contexte sur tout ce qui va être en gros des fonctionnalités, etc. Mais encore une fois, on le rappelle, on est sur un MVP, on est là pour tester, et en général, 90% des solutions no-code euh, peuvent satisfaire, je dirais, 100% des gens qui veulent tester un MVP. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de contrainte, en tout cas, avec du no-code pour faire quelque chose, un SaaS. Tant que c'est pas dans la finance, etc., des trucs un petit peu tricky comme ça, en général, voilà, donc dans 99% des cas, finalement, ça répond aux besoins et ça fonctionne. Parenthèse terminée. Du coup, à poser cette question-là, je lui dis que, écoute, je reviendrai vers toi avec un petit débrief, en tout cas, on en parlera au prochain rendez-vous. Ma première réflexion était sur du coup 3 stacks no code, low code que j'avais en tête, que j'ai déjà utilisé, que je connais. Donc je ne parlerai jamais de quelque chose que je connais pas. En tout cas, je ne proposerai pas une solution que je n'ai pas testée je pourrais pas le conseiller, dans tous les cas, ça serait stupide. Mais j'avais du coup en un, et je pense que vous connaissez, du coup, j'ai pensé à Bubble.io. Je sais que Bubble.io, c'est puissant. Pour MVP, encore une fois, je pense que ça suffit largement. Au niveau des coûts, elle a envie de scale, et je sais qu'en gros, pour elle, pour l'instant, pour ce MVP, elle n'a pas vraiment de contraintes de budget. Donc, en fin de compte, les prix des abonnements, etc., je vais pas l'évoquer parce que ça, c'est vraiment... le prix est une contrainte, hein, c'est pas un critère, rappelons-le. Donc, le prix, pas de souci. Donc, l'abonnement, c'est OK. Je sais qu'en gros, on peut tout faire avec Bubble, avec les workflows, etc. Il n'y a aucun souci pour ça. Par rapport à ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut mettre en place, c'est OK. Au niveau de la prise en main, je me suis posé la question, est-ce que quelqu'un de non initié au code, et c'est là que du coup j'aimerais bien avoir vos retours, vous, qu'est-ce que vous en pensez en tout cas sur ce genre d'outils? Est-ce que Bubble.io a été difficile pour vous à prendre en main? Est-ce que vous avez eu besoin d'un développeur, etc., etc. Mais je pense pas que ce soit une courbe d'apprentissage qui soit complexe, j'ai envie de dire. Encore une fois, cet avis-là, il est biaisé parce que je suis déjà développeur de base, donc forcément l'approche est totalement différente. Mais pour quelqu'un de non-développeur, peut-être que la courbe peut être un peu plus complexe. Ce qui m'embête un peu plus, je vais mettre entre parenthèses, avec Bubble, ça va être en fait cette partie front-end, donc la partie, pour ceux qui ne sont pas trop dans le domaine, la partie visible finalement pour l'utilisateur, avec la mise en page, etc., etc., qui est un peu, je la trouve un peu rigide. Je la trouve un petit peu plus dure en tout cas que d'autres outils qu'on verra juste après. Et je me suis dit, est-ce que ça peut pas être un frein? Parce que c'est elle qui va le développer toute seule. Euh, Ça peut être un peu compliqué. Niveau performance, réactivité, etc., je pense qu'on est sur du OK avec Bubble. Surtout que là, on est encore une fois, je le répète, sur un MVP, des features qui sont assez simples, pas de grosses mécaniques, pas d'appel IA, etc., etc. Donc, pas de choses qui demandent beaucoup de réactivité. Donc, je pense qu'on pourrait passer dessus, même si ça fait partie des choses que je trouve un peu... Je sais pas, j'ai le sentiment quand je suis avec Bubble.io, des fois que c'est un peu lourd. Je sais pas comment l'expliquer, mais bon, passons, ça c'est juste un ressenti personnel. Donc voilà pour la première solution, ça serait du Bubble.io. Deuxième solution à laquelle j'ai pensé, c'était WeWeb. Alors WeWeb, contrairement à Bubble.io, en tout cas ils sont tous les deux français, en tout cas d'origine. Aujourd'hui je connais pas trop, d'ailleurs je vais regarder, je connais pas trop je sais que Bubble.io c'était fait à la base par des Français, petite digression. Maintenant je pense qu'elle a été rachetée, tous les actionnaires, etc. Je pense qu'il y a peut-être pas tout en partie en tout cas qui appartient potentiellement aux Américains, mais je sais qu'à la base c'est français et que WeWeb jusqu'à aujourd'hui, en tout cas de ce que j'en sais,
c'est aussi français. Je suis en train de regarder un peu en même temps. Mais ouais, ça m'a l'air français. Donc du coup, WeWeb, donc français, ok, ça c'est un détail. Je le trouve beaucoup plus flexible et on est beaucoup plus proche quand même d'un Webflow en termes de facilité d'approche pour la partie front-end. C'est-à-dire qu'en gros, prise en main. Parce qu'en fait, en fin de compte, techniquement, est-ce qui va beaucoup freiner en fait le client, l'utilisateur final qui crée le SaaS, hein, c'est en gros toutes les pages un peu qui sont visibles. Parce qu'une fois que vous avez votre logique côté back qui est invisible du coup pour l'utilisateur final qui est faite, le reste, ça va être la mise en page, créer des nouvelles pages, la flexibilité d'un template. Et ça, je trouve que pour le coup, web me paraît beaucoup plus abordable en termes d'approche et d'ergonomie que Bubble.io en tout cas. Ça, c'est ce que je mettrai en avant, c'est pourquoi je l'utiliserai. Peut-être un peu plus performant. En tout cas, j'ai le sentiment que c'est beaucoup plus réactif, beaucoup moins... Ce que tout à l'heure, je disais que Bubble.io, c'est... Je pense que c'est lourd en fin de compte. Et là, je trouve qu'en gros, on a une meilleure réactivité, je trouve. Alors, on a une partie un peu plus code, ce qui me dérange, parce que là, on n'a pas cette notion de... la notion de workflow qu'on a chez Bubble. Là, on peut avoir plus de flexibilité, je trouve, avec WeWeb. Mais c'est pas, selon moi, ce dont on a besoin. C'est encore une fois, ça va être du cas par cas, parce que si, là, vu ce qu'elle veut faire, c'est quand même relativement, je vais mettre des guillemets, simple. Il n'y a pas besoin de rajouter des choses qui n'existent déjà pas. En fait, des outils ou des plugins qu'on peut trouver typiquement sur Bubble.io grâce à sa communauté. Et notamment gratuit, il y en a énormément. On peut faire du no-code, mais aussi du code, c'est ce que je disais sur WeWeb. Et vu que ça m'intéresse pas, enfin, ouais, non, je digresse. En fait, je réfléchis en même temps, hein, c'est une réflexion, désolé. Mais du coup, voilà, c'était WeWeb, c'était ça. Le prix, encore une fois, on n'en parle pas, parce qu'elle n'a pas de budget par rapport à ça. Mais je pense que, ouais, que WeWeb, c'est un peu plus technique. Donc ça, j'aimerais bien avoir votre retour d'expérience pour les non-initiés. Est-ce que vous trouvez que WeWeb est plus technique en approche et en appréhension que Bubble.io et du coup, peut-être plus complexe, du coup, à prise en main. Donc ouais, donc ça c'est pour moi les deux critères qui sont un petit peu les deux points noirs en tout cas de WeWeb par rapport à Bubble.io. Le troisième que j'avais en tête, c'était Flutterflow. Alors vous allez me dire, mais Flutterflow, Timothée, c'est pas pour du mobile first Si. C'est du mobile first. On est sur du Dart en technologie, donc en gros ça vient de Flutter, hein, forcément. Ils ont une partie où ils font des pages web, où en fait vous pouvez en gros tout simplement faire du web, tout simplement avec du Dart, il n'y a pas de souci, hein, c'est ok. Mais c'est quand même orienté mobile first. Donc c'est vrai que elle a une projection d'application mobile, mais qui est encore un peu trop éloignée à mes yeux pour pouvoir penser à se mettre une épine dans le pied en passant, je vais pas dire négliger, mais en se privant des avantages des autres outils qu'ils ont en web et la facilité d'approche pour y penser maintenant. C'est un peu trop tôt. Mais ça reste une solution du coup qui est ultra puissante, ultra complexe. Mais je pense que si on a une dimension à passer rapidement ou très prochainement, ou que la destination finale, c'est pas le film, hein, mais c'est de l'application mobile, alors je pense qu'on peut y penser. Je pense qu'on peut y penser si on a ça. Un peu moins flexible, je trouve, Flutterflow sur la partie SaaS, du coup, encore une fois. Parce qu'en gros, c'est vraiment une approche et une philosophie mobile, applicative, mais mobile. Donc peut-être moins flexible et moins adaptée. Donc je l'éliminerai, moi, dans ma réflexion, mais quand même, il faisait partie des candidats. Alors je sais qu'il en existe d'autres, hein, on va pas tous les évoquer, hein, je vais pas parler de Webflow avec du Wise, etc. C'est des solutions qui... J'aime pas trop proposer des choses qui s'embriquent comme ça, où il n'y a pas un all-in-one, un tout inclusive, on va dire, où en gros tout se passe sur la même application, qu'on veut faire un MVP pour un client qui est pas initié, s'il doit encore gérer des bases de données, avoir 36 000 comptes, etc. Je trouve que c'est un peu plus tricky, j'ai pas envie de l'embrouiller avec ça. Donc voilà pour les trois solutions. En arrivant à cette conclusion, qui je pense que pour elle, pour sa puissance, sa communauté, son prix raisonnable, ses inconvénients qu'on va pas évoquer encore aujourd'hui. D'ailleurs, je crois qu'il y a une vidéo de Micode qui a fait le buzz ou le bad buzz, appelez-le comme vous voulez, ou qui parle un peu justement du no-code et de Bubble. Alors je crois que même qu'il parle, je sais même plus quoi, s'il parlait de Airtable ou il parlait d'un autre produit, je crois que je ne l'utilise pas.
Mais voilà, en tout cas, le vendor lock, etc., vous avez entendu parler, c'est pas des choses qui, je pense, on doit les prendre en compte rapidement, mais au début, quand on est sur un MVP, rien ne vous empêche, même si mon application est bloquée, etc., vous faites un MVP, c'est validé, votre marché est OK, vous avez de la clientèle, vous avez 5, 10, 15, 20, 100 utilisateurs. Après, dans tous les cas, ce que je lui conseille, moi en tout cas, ce que je vais lui conseiller, c'est qu'une fois qu'elle sait qu'il y a un engouement pour son SaaS, rien ne l'empêche, tout simplement, soit avec les fonds, de réinvestir, ou soit de scale avec une application, typiquement, en tous les cas, qui restera, à mes yeux, encore une fois, je suis développeur, donc je vais pas mentir qu'en gros, c'est logique pour moi, mais d'avoir une application sur mesure. Aujourd'hui, il n'y a rien qui pourra remplacer, dans un monde idéal, où on n'a pas de contraintes budgétaires, on n'a pas de contraintes de scalabilité. Aujourd'hui, je pense que vous donnez à n'importe qui, vous lui dites en gros, tu n'as pas de budget, tu choisis du no-code ou du code sur mesure qui répond exactement à tes attentes, sans contrainte, tu maîtrises les coûts, tu peux changer de service à tout moment, tu peux négocier, tu peux mettre en concurrence d'autres services. Forcément, à un moment donné, faut être logique. C'est que même si les plus grosses structures finissent à avoir des choses sur mesure, Netflix, Shopify, peu importe ce que vous voulez, n'importe quoi, n'importe quel SaaS que vous utilisez, on sera sur le sur-mesure. Il existe bien entendu des SaaS, je fais une petite digression parce que j'ai envie, il existe des SaaS qui ont grossi avec du no-code, mais dans tous les cas, si on prenait le même SaaS, le même produit, avec du no-code et avec une version sur mesure, en termes de marge, ils font le même chiffre d'affaires, ils font les mêmes choses, etc. En termes de coût et de marge, forcément, la solution avec du code sur mesure, une fois développé, et forcément une fois l'amortissement terminé, bien entendu, parce que potentiellement la valeur d'achat au début est plus forte, mais à la fin, ça reste plus rentable. Je veux dire, sur 10 ans, si Netflix avait fait 10 ans de Bubble.io, bon, je pense même pas que ce soit possible. Un petit défi. Mais ça leur reviendrait, ils exploseraient les coûts surtout. Donc désolé, il y a eu un petit mémoire pleine. Du coup, je vais conclure là-dessus. Mais du coup, est-ce que j'étais par rapport à Netflix? Voilà, c'était logique. Donc voilà, donc je suis curieux, vraiment curieux de savoir ce que vous utilisez en solution no-code, en règle générale, pour vos MVP, pour vos SaaS, si vous les utilisez, ou si vous souhaitez en savoir plus sur ces différentes solutions, n'hésitez pas à laisser nous tout ça en commentaire et on en parle dans une prochaine vidéo qui abordera cette fois-ci, je pense, du coup, je viens de parler du no-code, ça me vient en tête forcément sur la version code sur mesure avec la stack, quelle stack utiliser. On a plein de choses à aborder, mais ça on verra du coup dans une prochaine vidéo.